Dans Game of Thrones et House of the Dragon, les rois et reines de Westeros sont toujours introduits par une succession de titres aussi éloquents que nébuleux. King Viserys of House Targaryen, the first of his name, King of the Andals, and the Rhoynar, and the first men, Lord of the Seven Kingdoms, and Protector of the Realm. Parfois, même les scénaristes en font des blagues. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful Queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains. This is Jon Snow. He's king in the north. Et pourtant, ces premiers hommes, Andal et Rhoynar, ont joué un rôle essentiel dans l'histoire du royaume des Sept Couronnes, si bien que leur culture, religion et mœurs ont encore un impact considérable sur le continent westrien. Histoire de mieux comprendre le sens de ces titres royaux, le maître Adrien et moi-même avons décidé de décrypter pas à pas l'origine et le sens de ces désignations qui accompagnent les souverains de Westeros depuis des centaines d'années. Avec la conquête d'Aegon le Conquérant, la dynastie Targaryen était censée régner pendant des milliers d'années sur le royaume des Sept Couronnes, nécessairement rassemblés sous la bannière de la Maison du Dragon. Mais pour s'assurer d'annoncer le bon roi, et comme la généalogie targaryenne est composée de prénoms souvent similaires, il était coutume de numéroter les rois comme dans l'histoire de France. Bien que la dynastie Targaryen s'arrête avec la mort d'Aerys II Targaryen et la révolte de Robert Baratheon, il y aura près d'une dizaine de rois successifs entre le règne de Viserys I et celui du roi fou, dont Daemon II, Aegon V ou encore Jaehaerys II. Mais pourquoi roi des premiers hommes, des Andal et des Rhoynar? Comme leur nom l'indique, les premiers hommes sont les premiers des trois anciens peuples à avoir colonisé Westeros. 12 000 ans avant la conquête d'Aegon Targaryen, les premiers hommes sont arrivés depuis le sud, grâce au bras de Dorne, un pont terrestre entre Essos et Westeros. À cette époque, Westeros était à la merci des géants et des enfants de la forêt. Ces derniers virent d'un mauvais œil l'arrivée des premiers hommes et détruisirent le bras de Dorne afin d'empêcher leur avancée sur le continent. Des millénaires plus tard, ce pont terrestre devint un archipel entre Dorne et Tyrosh, qu'on connaît sous le nom des Degrés de Pierre, zone emblématique d'un conflit militaire et politique majeur dans House of the Dragon. Les enfants de la forêt s'unirent avec les géants pour repousser les premiers hommes. Mais malgré leur alliance, les habitants de Westeros manquaient de puissance face aux colons déterminés. Les enfants de la forêt établirent alors une ultime stratégie. Capturer l'un de leurs adversaires afin de créer, à l'aide de la magie et du ver dragon, une toute nouvelle espèce, les marcheurs blancs, sous leur emprise pendant cette guerre. Des milliers d'années après le début d'un conflit enlisé, les enfants de la forêt et les premiers hommes décidèrent finalement de faire la paix à l'aide d'un pacte de non-agression. Un pacte qui fut scellé sur l'île au centre du lac de l'Œil-Dieu, situé au sud d'Harrenhal. Les deux parties se divisèrent Westeros en deux. Les zones boisées étaient réservées aux enfants de la forêt et les terrains découverts aux premiers hommes. Les premiers hommes promirent également de ne plus détruire les arbres sacrés et de suivre la religion des anciens dieux. Ces arbres sacrés, que les enfants de la forêt sculptèrent avec un visage, deviendront les fameux Barral, emblèmes de la religion des anciens dieux et monuments de prière pour leurs fidèles. Quant à l'île de l'Œil-Dieu, recouverte de Barral millénaires, elle fut renommée l'île aux Faces. Mais quelques milliers d'années après la paix instaurée, les marcheurs blancs se rebellèrent contre leur créateur et les premiers hommes, déclenchant un des événements clés de l'histoire de Westeros, la Longue Nuit. La première guerre entre les armées des vivants et des morts dura toute une génération, où l'on vit naître des personnages majeurs pendant l'âge sombre des héros, Bran le Bâtisseur et Azor Ahai. Selon la légende de la religion du dieu de la lumière R'hllor, Azor Ahai était le héros qui a combattu et vaincu les marcheurs blancs à l'aide de son épée Illumination, aussi appelée l'épée rouge des héros, forgée après 100 jours et 100 nuits de travail. Bran le Bâtisseur, quant à lui, est un personnage mythique dans l'histoire des peuples du nord de Westeros. Il a construit Winterfell, fondé la maison Stark et est devenu le premier roi du nord de l'histoire du monde connu. Lorsque les marcheurs blancs et l'armée des spectres furent repoussés jusqu'à l'extrême nord du continent, dans les contrées de l'éternel hiver, Bran le Bâtisseur
bâtisseur érigea un mur gigantesque afin de protéger les vivants. Pour surveiller le retour des marcheurs blancs et assurer la sécurité de la frontière, il créa également la garde de nuit, dont Jon Snow fera partie des milliers d'années plus tard. Malgré la victoire des peuples libres, la longue nuit décima une grande partie des êtres vivants et laissa un traumatisme éternel dans l'esprit des survivants. Les enfants de la forêt disparurent définitivement au profit des premiers hommes, qui régnèrent sur Westeros jusqu'à l'arrivée d'un nouveau peuple, les Andals. Les Andals sont un peuple ancien, originaire du nord-ouest d'Essos, de la région d'Andalos, juste au nord des cités libres comme Braavos et Pentos par exemple. Leur migration à Westeros est assez floue en termes de chronologie. Certaines sources évoquent près de 6000 ans avant la conquête, mais des maîtres se disputent plutôt la réponse entre 4000 et 2000 ans avant la conquête. Comme certains Valyriens, les Andals étaient sujets à des visions prophétiques qui les appelaient à se rendre sur Westeros pour conquérir le continent. Selon certaines croyances, cette clairvoyance d'esprit est due à leur rapport profond à la foi et en particulier à celle de leur divinité, le dieu aux 7 visages, aussi appelé la foi des 7. Les Andals sont arrivés sur Westeros par le Val, sur la côte orientale du continent, où ils vont conquérir petit à petit le reste du territoire et instaurer la foi des 7 par la force, au détriment de la religion des anciens dieux prônée par les premiers hommes. En plus de leur religion, les Andals vont également imposer sur le continent westrien les notions de noblesse et de chevalerie. Malgré leur invasion frontale, les premiers hommes, les Dorniens et les Fernés tenteront de se défendre et de préserver leur foi originale. C'est pourquoi à l'époque de Game of Thrones, certaines parties du Nord et de Dorne ont préservé la religion des anciens dieux, symbolisée par la présence des Barals chez les Stark par exemple, alors que les habitants des îles de Fer continueront de vouer un culte à une divinité de la mer, le dieu noyé. Enfin, les Andals bouleverseront les usages de la langue sur Westeros, remplaçant la langue ancienne des premiers hommes par la langue commune, toujours d'usage à l'époque de Game of Thrones. Toutefois, Essos garde encore une forte trace de la présence des Andals, même des siècles après leur départ, à travers les Dothraki et certains personnages de Game of Thrones, comme Jorah Mormont, parfois appelé Jorah Landal par le peuple de Khal Drogo. Une erreur de leur part, puisque le protecteur de Daenerys est en réalité originaire de l'île aux ours, et donc un descendant des premiers hommes. Il ne reste plus qu'un dernier peuple ancien à passer en revue, arrivé sur Westeros non pas pour conquérir, mais pour survivre cette fois, les Rhoynar. Les Rhoynar sont un peuple originaire de l'est d'Essos. Leur nom est dérivé de la rivière Rhoyne, la plus grande du monde connu. Cette civilisation aurait régné pendant près de 8000 ans sur le continent, apparaissant à peu près au même moment que de vastes et mythiques empires de l'Est, comme Yiti et les Giscari. Dans ses écrits, George R.R. Martin rapproche la civilisation des Rhoynar de celle gréco-romaine au niveau de leur fonctionnement géopolitique. Chaque grande cité était contrôlée par un gouverneur qui défendait l'indépendance de son territoire, malgré les proximités culturelles et géographiques de ces dernières, à la façon de Sparte, Athènes ou encore Corinthe durant la Grèce antique. Les Rhoynar étaient aussi célèbres pour leurs avancées technologiques et culturelles. Ils ont par exemple transmis aux Andals l'art de forger le fer, organisé de véritables festivals de musique dans la ville de Shroyan et mettaient un point d'honneur à respecter l'égalité homme-femme au sein de leur société. Prospères et pacifiques, les Rhoynar n'ont malheureusement pas vu venir la menace que représentaient les Valyriens. D'abord accueillis à bras ouverts, les Valyriens ont petit à petit conquis Essos grâce aux possessions des territoires tombés sur leur contrôle par la force de leurs dragons. En 950 avant la conquête d'Aegon, la guerre éclate officiellement entre les deux peuples, après l'annexion de plusieurs cités rhoynaines par les Valyriens. Un conflit qui s'étale sur près de 250 ans et qui aboutira sur la défaite des Rhoynar et leur quasi-extermination. Pourtant, ils ont combattu bravement, notamment grâce à leurs magiciens de l'eau, des êtres supérieurs capables de créer des inondations massives et même de rivaliser avec le feu des dragons qui, encore une fois, ne sont pas sans rappeler certaines divinités gréco-romaines comme Poséidon. En 700 avant la conquête d'Aegon, le prince Garine le Grand lance l'ultime offensive des Rhoynar, accompagné d'une armée de 250 000 hommes. Il remporte d'abord une bataille grandiose, parvenant à tuer 2 dragons des Valyriens, avant de se prendre une volée de bois vert en retour, ou plutôt de feu dragon. Les forces valyriennes réunissent près de 300 dragons à Valyria, déciment l'armée de Garine le Grand et les chassent définitivement d'Essos. Après cette défaite cinglante, les derniers survivants Rhoynar se réunissent sous la bannière de la princesse guerrière Nymeria. Ils embarquent à bord de 10 000 navires du
du delta de Rhoyne afin de traverser la mer de l'été et trouver refuge sur Westeros. La flotte accoste finalement au sud du continent, sur les côtes de Dorne, qui n'étaient alors constituées que de petits états ou villes indépendantes. Nymeria, accueilli par le prince dornien de l'époque, Mors Martell, décide de s'allier avec sa famille via un mariage qui aboutira à la conquête et l'unification de Dorne par les Martell. Au fil des années, les Rhoynards devinrent un peuple ethniquement mixte, se reproduisant avec les Dorniens locaux, dont la plupart étaient des descendants des Andals et des premiers hommes. C'est pour cette raison que les Dorniens gardèrent des traits physiques proches de ceux des Rhoynards, comme une peau couleur olive et des cheveux noirs. Maintenant que vous comprenez mieux l'origine des différents peuples des 7 couronnes, on peut s'attaquer au vrai sujet. D'où viennent et qui sont ces fameux 7 royaumes qui animent le jeu du trône de fer? Lorsque Aegon le Conquérant est arrivé sur Westeros, il existait 7 régions distinctes au sud du mur. Le royaume du Nord, dirigé par la maison Stark et le roi du Nord. Le royaume de la montagne et du Val, dirigé par la maison des Arryn, dont le seigneur porte le titre de protecteur du Val. Le royaume du Roc, dirigé par la maison Lannister qui a pour souverain le roi du Roc. Le royaume des îles et du Conflant, dirigé par plus de 14 maisons différentes à travers l'histoire et repris par les maisons Chenu, Tully, puis Frey par la suite. Le royaume du Bief, dirigé par la maison Jardinier, qui a disparu après la conquête d'Aegon, et repris par la maison Tyrell. Le royaume des terres de l'orage, dirigé par les Durrandon, qui ont eux aussi disparu à la suite de la conquête, et repris par les Baratheons. Et pour finir, Dorne, dirigé par la maison Martell. Depuis la plus haute tour de Père Dragon, les légendes disent qu'Aegon Targaryen, dit le Conquérant, regarda des deux côtés avant de préparer l'invasion de Westeros. À l'est, où il ne vit que mort et désolation, puis à l'ouest, où il entreaperçut gloire et richesse, aux côtés de ses 2 sœurs épouses, Visenya et Rhaenys. En l'an -2 avant la conquête, Argilac Durrandon, seigneur des terres de l'orage, craignait la menace que représentaient les Fernets d'Arène le Noir, alors à la tête du conflant. Pour repousser leur invasion, il proposa une alliance à Aegon via la main de sa fille Argela. Mais Aegon, déjà marié à 2 femmes, refusa avec courtoisie la demande d'Argilac avant de lui proposer une autre alliance en mariant Argela à Orys Baratheon, son demi-frère bâtard et champion de ses armées. Furieux, Argilac vit ce geste comme une offense et donna pour réponse à Aegon les mains coupées de ses émissaires. Il n'en fallait pas plus à Aegon pour avoir désormais une bonne raison d'attaquer les forteresses de Westeros. En guise de menace, Aegon réunit ses bannerets les plus fidèles et envoya des corbeaux aux différents seigneurs du continent avec un dilemme très simple: la soumission, pour garder leurs titres et leurs terres, ou la destruction de ceux-ci en cas de refus. Pour marquer le coup de sa supériorité, Aegon s'attaqua d'abord au Conflant, en ciblant la plus grande forteresse de Westeros, Harrenhal. Construite par les Fernets sous la dynastie des Chenus, elle était réputée imprenable, pouvant abriter 1 million d'hommes et tout autant de chevaux prêts à s'élancer sur la bataille. Harold the Black thought this castle would be his legacy. Greatest fortress ever built. Tallest towers, the strongest walls. The great hall had 35 hearths. 35, can you imagine? Après l'échec des négociations et le refus d'Arène le Noir de ployer le genou, les troupes du seigneur arrogant se réfugièrent dans les solides murs en pierre d'Harrenhal, persuadés que même la chaleur des dragons serait incapable de les faire fondre. Une erreur stratégique qui fit à jamais disparaître la lignée des Chenus et transforma la forteresse en un lieu maudit pour les générations à venir. Hissé sur le dos de Balerion, la terreur noire, son dragon gigantesque, Aegon revint le lendemain et fit s'abattre les flammes de l'enfer sur le château. Arène, sa famille et ses hommes furent brûlés vifs sous la chaleur du feu dragon, pris au piège de leur bastion qu'ils pensaient indestructible. Avec cette première victoire en poche, Aegon annexa le Conflant et nomma Edmund Tully, seigneur de Vivzeg, et bannerait rebelle des Chenus à sa tête. Occupé à prendre Harrenhal, le futur roi des 7 couronnes envoya au même moment son armée menée par Orys, Rhaenys et sa dragonne Meraxes sur les terres de l'orage, afin de vaincre l'homme qui l'avait provoqué, Argilac Durrandon. Les seigneurs des terres de l'orage étaient accalmis, une fière forteresse réputée presque aussi invulnérable qu'Harrenhal. Imprudent, mais moins stupide que Arène le Noir, Argilac décida de réunir ses bannerets à son tour pour rencontrer Orys et Rhaenys sur le champ de bataille directement. L'affrontement qui suivit se déroula sous une tempête violente, qui donna d'ailleurs son nom à cette lutte sanglante, la bataille du dernier orage. Au bord de la victoire après avoir percé l'armée des Baratheons, qui avait décidé de rejoindre Aegon, les forces d'Argilac se retrouvent nez à nez face à Meraxes, qui ne fit qu'une bouchée de ses hommes en armure. Le seigneur des terres de l'orage, brave et fier, continua de se battre malgré la déroute de ses troupes. Finalement, il fut encerclé par l'armée d'Aegon et s'engagea dans un duel contre Orys Baratheon qu'il perdit. Le champion d'Aegon s'empara d'Accalmie et fit des Baratheons les nouveaux seigneurs des terres de l'orage. Avec les 2 plus grosses forteresses en sa possession, Aegon pouvait désormais se tourner vers sa prochaine destination, le Bief.
Malgré les chutes successives d'Arenol et d'Accalmie, les souverains des 7 couronnes continuaient de se battre et refusaient de se soumettre à Aegon. Certains anciens rivaux formèrent des alliances inattendues, comme les maisons Jardinier et Lannister, qui se rallièrent pour former l'une des plus grandes armées jamais vues sur Westeros, surnommée le Point d'Acier. Loren Lannister, homme le plus riche du monde connu et roi du Roc, et Mern Jardinier, roi du Bief, choisirent de se battre sur un terrain dégagé afin de favoriser la visibilité des archers face aux dragons d'Aegon. Mais le futur roi, déterminé à s'emparer des mines d'or du Roc et des terres fertiles du Bief, vint sur le champ de bataille accompagné de ses sœurs et donc de 3 dragons, Balerion, Meraxes et Vhagar. Une fois de plus, c'est une terrible erreur stratégique qui coûta la victoire au peuple libre de Westeros. Le terrain choisi par Loren et Mern était un champ de blé doré, sec et émietté, propice à propager les flammes des dragons. Ainsi, la triste bataille du champ de feu fut marquée par l'extermination et l'extinction de Mern et de la dynastie Jardinier, tandis que Loren Lannister fut capturé par les armées d'Aegon, forcé de capituler et ployer le genou face à la puissance du roi dragon. Les Lannister purent rester maîtres du Roc et de Castral Rock, tandis que les Tyrell, anciens intendants des Jardiniers, furent nommés à la tête de Haut-Jardin et du Bief. Avec le sud sous sa domination, Aegon pouvait désormais se tourner vers le nord. Les Stark de Winterfell, menés à l'époque par le roi Torrhen Stark, hésitèrent longuement avant de se jeter dans la bataille. Non pas parce qu'ils avaient peur d'Aegon, mais plutôt parce que leur regard se tournait toujours vers l'extrême nord, craignant le retour de l'armée des morts à chaque instant. Finalement, Torrhen rassembla les souverains du nord sous un même banneret afin de descendre dans le sud jusqu'au Trident, bien décidé à combattre Aegon et ses dragons. Mais à la vue des champs dévastés et carbonisés, et face à l'armée désormais colossale du Targaryen, Torrhen se replia et demanda en urgence un conseil du Nord. Bien que ses alliés étaient prêts à s'élancer pour l'honneur dans une bataille perdue d'avance, le roi du Nord prit la décision de ployer le genou pour épargner ses soldats, ses sujets et son royaume. Sa sagesse ne fut pas reconnue par ses pairs, qui le surnommèrent alors de façon péjorative le roi qui ploya le genou. Forgive me, Sir Davos. I never did receive a formal education, but I could have sworn I read the last king in the north was Torrhen Stark, who bent the knee to my ancestor Aegon Targaryen. In exchange for his life and the lives of the Northmen, Torrhen Stark swore fealty to House Targaryen in perpetuity. Or do I have my facts wrong? Avec 5 royaumes sur 7 conquis, Aegon pouvait maintenant s'attaquer à la forteresse des Airiers dans le Val. Une tour dissimulée parmi les nuages et difficile d'accès, sauf pour un dragonnier. Plutôt que d'assiéger le château pendant des semaines, Aegon fit preuve de sagesse et de mesquinerie. Il envoya Visenya et Vhagar à la rencontre de la reine régente Shara Haryn, non dans le but de négocier, mais plutôt de séduire son fils aîné Ronel, futur gouverneur du Val. Visenya emmena Ronel voler avec Vhagar, histoire d'impressionner l'enfant. Une tactique de chantage qui porta ses fruits, puisqu'à leur retour, Shara préféra déposer sa couronne, les épées de sa garnison et mettre le genou à terre, plutôt que de prendre le risque de perdre son fils et ses terres. Sans faire couler une seule goutte de sang dans le Val, Aegon régnait désormais sur un 6e royaume de Westeros. Pour conforter son hégémonie sur le continent, Aegon se rendit à Villevieille, cité du Bief, mais surtout symbole de la foi des Sept et résidence du Haut-Septon. Terrifié à l'idée de finir brûlé comme Mern ou Arène le Noir, le Haut-Septon l'accueillit à bras ouverts avant de déposer une couronne sur sa tête en récitant pour la première fois une célèbre liste de titres royaux. Aegon Targaryen, premier du nom, roi des Andals et des premiers hommes, seigneur des 7 couronnes et protecteur du royaume. Avec son objectif atteint, Aegon retourna à Fort Aegon, un modeste bastion de boue et de bois situé à l'embouchure de la Nera, qu'il avait fait ériger avant de s'attaquer aux différents royaumes. Mais depuis ses victoires, le petit village avait bien grandi et fut renommé Port-Réal, nouvelle capitale des 7 couronnes et symbole d'un continent réuni sous une même bannière composée d'un dragon rouge à 3 têtes. Après la construction du Donjon Rouge, Aegon rassembla les épées des armées vaincues et forgea un siège royal à son image grâce au souffle brûlant de Balerion, qu'on appellera plus tard le Trône de Fer. Bien que fier et apaisé après sa conquête, Aegon continuait de ruminer. Le Haut-Septon et ses fidèles l'avaient nommé roi des 7 couronnes, mais ce titre n'était pas complètement juste. Aegon n'en avait conquis que 6, hésitant à s'attaquer à l'un des peuples les plus farouches et combatifs du royaume, les Martels de Dorne. En faisant d'abord preuve de prudence, Aegon envoya cette fois Rhaenys et Meraxes à la rencontre de Merya Martell, la princesse régente de Dorne, mais celle qu'on surnommait le crapaud jaune de Dorne à cause de sa forte corpulence, sa cécité et la couleur jaunâtre de sa peau avachie n'avait rien perdu
perdu de son impertinence ni de son intelligence. Par respect pour son âge avancé, Rhaenys lui proposa simplement une promesse de soumission face à Aegon. Mais Mérya refusa et lui répondit que les Targaryens ne seraient jamais les bienvenus à Dorne et qu'aucun Martell ne ploierait le genou, peu importe la puissance de feu que les Targaryens enverraient. Aegon revint plus tard à Dorne, accompagné de ses sœurs et de leurs dragons pour les impressionner. Mais ils trouvèrent Dorne déserte. Mérya Martell avait appris la leçon de Mern et Arryn le Noir, préférant se cacher dans le désert plutôt que de brûler dans leur maison. En réalité, les Dorniens en profitèrent pour reprendre plusieurs châteaux tombés aux mains des Targaryens, déclenchant la première guerre dornienne. En représailles, Aegon et ses sœurs brûlèrent plusieurs places fortes de Dorne, jusqu'à ce que Rhaenys tombe sur une embuscade à d'Enfer, siège de la maison Uller située au cœur du désert. Malgré la colère et les flammes dévastatrices de Meraxes, la dragonne finit par recevoir un carreau de scorpion dans l'œil. Dans sa chute, Meraxes détruisit la moitié de la forteresse. Nul ne sait si Rhaenys s'en échappa, mais son corps ne fut jamais rendu aux Targaryens et certaines chroniques rapportent qu'elle fut torturée jusqu'à la mort par les Dorniens. Fous de rage, Aegon et Visenya ripostèrent avec le coureau du dragon. Pendant 2 années, ils survolèrent et incendièrent plusieurs fois chaque fief de Dorne, à l'exception de la capitale Lens et Lyon, afin de pousser le peuple à se révolter contre les Martels. Mais les Dorniens, loyaux jusqu'à leur dernier souffle, préférèrent une nouvelle fois se sacrifier plutôt que de se soumettre. De retour à Port-Réal, épuisé par ces années de bataille vaine, Aegon était alors vulnérable. Les Dorniens, fins et vicieux tacticiens, tentèrent de l'assassiner dans sa forteresse. Aegon fut sauvé in extremis par Visenya et décida de s'entourer des 7 plus puissants chevaliers de Westeros pour le protéger. Garnison qui fut nommée la Garde Royale. À la mort de Mérya Martell, son successeur le prince Nymor tenta de faire la paix avec Aegon, alors que Dorne était en ruine. Il proposa sa fille Daeria en mariage et restitua même le crâne de Meraxes. Mais en vain, Aegon refusa pour ne pas paraître faible aux yeux de ses sujets, tout en sachant pertinemment que Dorne resterait une principauté indépendante encore longtemps après son règne. Ainsi, il fallait attendre plus de 150 ans après la conquête et un mariage entre Daeron II Targaryen, 11e héritier d'Aegon, et la princesse Mérya Martell pour que Dorne soit définitivement rattaché aux 7 couronnes. Après la conquête d'Aegon, le royaume des 7 couronnes a subi quelques bouleversements géopolitiques. Par exemple, la zone des îles et du Conflant a été divisée en deux. D'un côté, les îles de fer dirigées par la maison Greyjoy et de l'autre, le Conflant mené par la maison Tully. Autour de Port-Réal, Aegon a aussi créé les terres de la couronne qui s'étendent au sud jusqu'à Pendragon. Donc si on récapitule, et avec les derniers changements d'Aegon, Westeros devient techniquement un royaume découpé en 9 régions plutôt que 7. Le Nord, le Val, le Roc, les îles de fer, le Conflant, les terres de la couronne, les terres de l'orage, le Bief et Dorne. Il nous reste maintenant un dernier titre royal à expliquer, directement lié à la conquête d'Aegon et son couronnement par le Haut Septon, le protecteur du royaume. Le protecteur du royaume est un titre qui accompagne généralement la désignation du souverain des 7 couronnes lors d'une annonce officielle, sauf dans certains cas très précis. En effet, le protecteur du royaume possède une connotation militaire en tant que leader des stratégies et des armées. Aussi, quand un roi n'a pas encore l'âge requis, il est coutume de désigner un régent au titre jusqu'à la majorité de son souverain. Par exemple, ce fut le cas de Tywin Lannister, nommé protecteur du royaume après la mort de Joffrey Baratheon et l'adoubement de Tommen Baratheon, trop jeune pour occuper ce rôle. Lord Eddard Stark is herein named Protector of the Realm, to rule as regent until the heir come of age. Parfois même, un protecteur du royaume est aussi appelé en renfort lorsqu'un roi est encore en service mais incapable de prendre des décisions. Ce fut le cas d'Aemond dans House of the Dragon, nommé prince régent et protecteur du royaume par le Conseil Vert, après la grave blessure de son roi et frère Aegon Targaryen suite à la bataille de Repos des Freux. Enfin, on notera que le titre de protecteur du royaume est devenu protecteur des 7 couronnes lors du couronnement de Cersei Lannister. I now proclaim Cersei of the House Lannister, first of her name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the 7 Kingdoms. Titre seulement appliqué à Cersei puisque son successeur Bran le Brisé reprendra le titre de protecteur du royaume. All hail Bran the Broken, first of his name, King of the Andals and the First Men, Lord of the 6 Kingdoms. Protector of the realm. Voilà, maintenant vous comprenez beaucoup mieux tous les titres du roi des 7 couronnes. Mais la prochaine fois, on vous parlera du prochain spin-off de Game of Thrones, A Knight of the 7 Kingdoms.